Bonjour à tous. Nous sommes en train de commencer cette séance. Nous allons attendre une petite minute de plus pour attendre que d'autres journalistes puissent faire partie de cette session et nous allons commencer tout de suite. Hola, sí, entonces, ¿qué tal? OK, maintenant nous commençons. Bonjour à tous. D'ici, de Washington, D.C. Merci de vous inclure dans cette séance et cette conférence de presse de l'OPS au sujet de la COVID-19. Je suis Sébastien Auriel du département de communication de l'OPS et comme toutes les semaines, cette session se réalisera pendant 1 heure. Nous avons déjà reçu des questions posées par vous par courrier électronique et vous pourrez également poser vos questions en direct ou à travers le forum. N'oubliez pas de préciser votre nom et votre média à laquelle vous appartenez. Nous avons la traduction simultanée pour le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. Vous pouvez choisir la langue de votre préférence en appuyant sur le bouton. Aujourd'hui, la directrice de l'OPS, le docteur Carissa Etienne, vous parlera de la situation actuelle de la pandémie dans les Amériques et également fera le point sur la situation des vaccins et quel est le rôle de l'OPS et de son fonds renouvelable pour la distribution des vaccins. Je serai avec le docteur Carissa Etienne, également avec le docteur Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, et le docteur Sylvain Aldigueri, directeur des incidents. Je passe la parole maintenant au docteur Merci beaucoup, Etienne. Sébastien. Bonjour. Je vous remercie de nous rejoindre pour cette conférence de presse. L'état des lieux, donc cette semaine, les Amériques connaissent 52 millions de cas et plus d'1,2 million morts à cause de la COVID-19, avec plus d'1 million de ces cas qui ont été signalés cette dernière semaine. Les États-Unis, le Canada et le Mexique continuent à signaler une chute des nouvelles infections, malgré certains lieux de forte infection, par exemple en Virginie, aux États-Unis, et dans le territoire septentrional du Nunavut au Canada, qui est le lieu de résidence de pas mal de populations autochtones. En Amérique centrale, les pays connaissent également un déclin des infections, même si certaines zones du Guatemala et des provinces autochtones de Gunayala signalent une augmentation des cas. Dans les Caraïbes, les grandes îles continuent à avoir une chute des cas, tandis que Cuba, les Bahamas, Sainte-Lucie et la Guadeloupe connaissent une augmentation des infections. En Amérique du Sud, le Paraguay, l'Uruguay et le Chili signalent une augmentation de leurs nouveaux cas, et tandis que le Pérou et la Bolivie connaissent enfin des déclins, le taux d'infection continue à être élevé. Les cas sont en augmentation dans pratiquement tous les États fédérés du Brésil, et au cours de la dernière semaine, ce pays a signalé un taux d'infection qui est le deuxième le plus élevé et le jour le plus mortel, le plus fatal depuis le début de la pandémie, avec 1910 morts liés au Covid signalés en 24 heures. L'État fédéré de l'Amazone a été spécialement touché. Un nouveau variant a été découvert en fin d'année dernière qui a conduit à une flambée d'infections qui a débordé le système de santé, qui continue à vivre des manques de fournitures médicales, y compris d'oxygène. Nous sommes soucieux au sujet de la situation brésilienne.
c'est un rappel sobre et fort de la menace de la résurgence. Des zones qui ont été touchées fortement par le virus dans le passé sont toujours vulnérables aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il est important de surveiller le virus et de guider nos actions en fonction des données dont nous disposons. Mais nous ne pouvons pas non plus attendre le débordement de notre système de santé pour mettre en place les mesures de santé publique. Il faut compter sur ces mesures et les implanter tôt afin de protéger des vies et nos systèmes de santé. L'état des lieux pour les vaccins maintenant. Donc, je suis contente de vous signaler que les campagnes de vaccination continuent dans notre région. Plus de 113 millions de gens ont reçu le vaccin contre la COVID sur le territoire des Amériques cette semaine et de plus en plus de gens se font vacciner tous les jours. Le week-end dernier, les Bahamas ont reçu leur première dose de vaccin grâce à une donation de 20 000 doses du vaccin AstraZeneca de la part du gouvernement indien. Le Pérou également a reçu ses premières livraisons du vaccin Pfizer grâce au mécanisme COVAX. La semaine dernière, la Colombie est devenue le premier pays d'Amérique latine à recevoir des doses à travers le mécanisme COVAX. Aujourd'hui, ces doses sont livrées aux groupes à risque, y compris les communautés autochtones dans la région de l'Amazonie. Tous les pays qui participent au mécanisme COVAX ont reçu des informations sur le nombre de doses qu'ils recevront d'ici mai. Nous sommes très contents de voir la rapidité avec laquelle les pays ont répondu aux accords COVAX pour qu'ils puissent recevoir les 28 700 000 doses qui ont été allouées aux Amériques pour les 3 prochains mois. La semaine dernière, notre fonds renouvelable a travaillé étroitement avec les États membres pour accélérer l'accès à ces vaccins. Pendant plus de 40 ans, le fonds renouvelable de l'OPS a aidé les pays et du continent américain à protéger les populations et à réduire les morts de maladies qui peuvent être soignées à travers des vaccins, y compris la polio, la rougeole, la fièvre jaune, la pneumonie bactérienne, la grippe, le rotavirus et l'HPV. Grâce à ce fonds renouvelable, 41 pays et territoires des Amériques ont réussi à mettre en commun leurs ressources pour acquérir des vaccins de haute qualité, des seringues et du matériel médical associé pour leur population à un coût bas qu'ils étaient capables de financer eux-mêmes. Cette solidarité au sein des Amériques, et c'est un exemple. Notre fonds renouvelable représente les Amériques au sein du mécanisme COVAX et ces dernières semaines, notre fonds a reçu des avances de paiement de la part de pays, des accords signés avec des fabricants et des commandes passées au nom de nos membres, de nos États membres, pour se préparer à administrer ces doses dans la région. Dans les cas où il y a besoin d'un pré-relais pour avoir accès aux vaccins en temps opportun, le fonds renouvelable travaille avec les pays pour étendre les crédits financiers pour faciliter le processus d'acquisition. Donc, grâce à nos efforts collectifs, près de 2 300 000 doses de COVAX arriveront dans au moins 7 pays de notre région dans les 6-7 prochains jours. Et les autres pays ne sont pas trop loin derrière. Le défi maintenant est de continuer à accélérer ces livraisons aux pays qui n'ont pas encore reçu de doses COVAX pour garantir que ce mois-ci, tous les pays auront reçu leur première livraison. L'OPS ne se centre pas seulement sur la fourniture de ces premières doses. Nous regardons plus loin. Nous voulons assurer que tout le monde dans notre région est protégé et nous fournissons le plus d'informations possible sur le délai de livraison des doses pour avril, mai et au-delà. Pour suivre la fourniture de ces vaccins, notre organisation accélère l'acquisition de seringues et d'équipements de protection individuelle pour garantir que les agents de santé
dans les Amériques disposent du matériel dont ils ont besoin pour pouvoir vacciner pour les mois à venir. Bien sûr, c'est encourageant de voir que le fait que les vaccins commencent à arriver à travers notre région, mais comme les doses sont encore en nombre limité, la plupart des gens vont encore être obligés d'attendre plusieurs mois avant d'être vaccinés. Et pendant ce délai, il faut que nous restions prudents et que nous protégions en continuant à nous reposer sur les mesures de santé publique qui nous ont maintenus en sécurité lors des plus grands pics de cette pandémie. Les actions que nous prenons vont déterminer la vitesse à laquelle le virus se diffuse. Donc, il ne faut pas baisser la garde et surtout pas maintenant quand les vaccins sont presque là. L'OPS joue son rôle pour aider les pays à garantir et à livrer des vaccins de façon sûre et le plus rapidement possible. Mais les limitations de la fabrication, une offre limitée et une forte demande pour des vaccins rendent la situation incertaine. Pendant ce temps-là, il faut que tout le monde collabore parce que nous travaillons pour que nous-mêmes, nos familles et nos communautés restent en sécurité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Nous passons maintenant aux questions qui nous ont été transmises à travers le courrier électronique, à travers le Q&A. N'oubliez pas de poser vos questions sur le forum Q&A. Plusieurs questions de plusieurs journalistes, Jacqueline Villela de El Mundo, Mariana de Barros, Venezuela TV. Elle pose la question du Pérou également, si nous pourrions donner plus de détails sur les pays qui sont en train de recevoir des vaccins. Docteur Etienne, vous avez la parole. Merci pour cette question qui est une des plus posées. Le fonds renouvelable de l'OPS et notre équipe acquisition travaillent dur pour garantir que les pays du continent américain reçoivent le plus de vaccins le plus vite possible et autant qu'il a été alloué. Donc, dans les prochains jours, nous savons que le Honduras va recevoir 48 000 doses du vaccin AstraZeneca et Salvador devrait également recevoir 33 600 000 doses du même fabricant, SmithKline Bio. Le Guatemala va recevoir 80 600 doses du vaccin AstraZeneca et la Jamaïque recevra également des doses du même vaccin, celui d'AstraZeneca. Nous avons également passé commande auprès de l'Institut du sérum de l'Inde pour 135 000 doses du vaccin AstraZeneca pour le Nicaragua et 228 000 doses pour la Bolivie. Mais plus de vaccins vont encore arriver dans les prochaines semaines et nous allons agir pour garantir que l'accès au vaccin arrivera à tous les pays qui participent à ce mécanisme. Merci. Merci, Dr. Etienne. La prochaine question est posée en anglais. Server Media à Antigua et Barbuda. Il dit que comme l'OPS, que l'administration de vaccins va rétablir un semblant de normalité dans les Amériques, puisque en fonction de la transmissibilité du vaccin commun et combien l'immunité va, quand est-ce qu'elle va commencer après l'administration du vaccin. Merci pour cette question. Et très important, comme la Dr. Carissa Etienne l'a déjà dit, que le vaccin, elle prend un petit peu de temps pour fonctionner, pour qu'on puisse contrôler l'infection. La plupart des vaccins nécessitent 2 doses, donc les gens vont être immunisés après la 2e dose, après 2 semaines ou un petit peu plus après l'administration de la 2e dose. Donc, ça va prendre un peu de temps pour que la population soit vraiment immunisée contre le COVID-19. Deuxièmement, on attend qu'on ait besoin au moins 70% que 70% de la population d'un pays donné soit vaccinée pour arriver à cette immunité collective qui est nécessaire pour contrôler la transmission.
C'est la raison pour laquelle, quand on voit des pays en Europe qui ont déjà vacciné 12, 15 000, 15 ou 18% de leur population avec la première dose, la plupart d'entre eux continuent à adopter des mesures de santé publique très strictes pour éviter la transmission, que leurs cellules de santé soient dépassées et pour que l'impact de la COVID-19 soit le moindre. Donc, les gens ont plus accès au vaccin, mais il faut quand même... le principal objectif des vaccins pour l'instant, c'est de sauver des groupes. Donc, les groupes les plus vulnérables doivent être vaccinés en premier pour faire descendre le taux de fatalité. Mais on ne pourront espérer à revenir à la normalité quand la transmission sera complète, tout à fait complète. Donc, il faut maintenir les mesures de santé publique, les distanciations sociales, les masques, éviter les rassemblements dans des endroits fermés, puisque nous avons des preuves que ces mesures peuvent protéger contre la transmission. Pour ce qui est de l'immunité, il nous reste encore à recevoir plus de données là-dessus. Quand nous parlons des vaccins, ils fonctionnent différemment. Donc, il faut avoir plus de données sur un an pour voir ce qui s'est passé et la protection qui a été fournie. Donc, je travaille pour obtenir ces données et pour obtenir des recommandations futures sur une troisième dose, toutes les recommandations qui vont être analysées de façon très attentive par le groupe consultatif de SAGE de l'OMS et nos groupes de techniciens de l'OPS qui vont fournir ce type de directive. Nous avons besoin de plus de données et qui doivent être analysées de façon très prudente pour publier des recommandations quand le temps sera venu. Merci, docteur. Une deuxième question qui nous vient de Karine Chausser qui nous demande en anglais, je pose la question en anglais. Des nouvelles sur les régimes thérapeutiques pour les patients critiques. Merci pour cette deuxième question de la part d'Antigua et Barbuda. D'abord, j'aimerais souligner que Antigua et Barbuda nous signale ces cas quotidiennement, comme il a été demandé par les règlements internationaux. Donc ça, c'est un point important. De notre côté, qu'est-ce que l'OPS fait? L'OPS met à jour, informe des nouvelles sur les régimes thérapeutiques disponibles et ces analyses en direct sont publiées sur notre site Internet et sont accessibles à tous les praticiens et les ministres de la Santé et membres des sociétés scientifiques. La recommandation pour les gestions cliniques de patients atteints de COVID-19 n'ont pas évolué de façon dramatique ces 2 derniers mois. J'aimerais souligner ces recommandations comme le suivi de très près des gens qui ont une comorbidité, suivi du niveau d'oxygène qui sont suspectés d'avoir la COVID-19 ou ceux qui l'ont eu, et la détection de toute évolution des signes cliniques d'un patient qui pourrait déclencher un transfert en réanimation. L'accès opportun à l'oxygénothérapie est garanti des complications thérapeutiques et l'usage d'anticoagulants, l'examéthasone, s'est révélé efficace pour réduire la mortalité chez les patients critiques. Donc, j'espère que j'ai répondu à certaines préoccupations de mes collègues à Antigua et Barbuda. Merci beaucoup, docteur. Et maintenant, je voudrais passer la parole à Gisela Salamonon de l'agence AP pour qu'elle pose sa question. Gisela, la parole est à toi. Oui, merci, Sébastien. Je voudrais poser une question concernant le Chili. À quoi se doit le succès de la vaccination au Chili? Est-ce qu'il y a une raison particulière pour
à travers laquelle le Chili prend de l'importance ou a un résultat de succès? Merci pour ta question, Gisela. Gisela, la situation des pays de la région d'Amérique latine et des Caraïbes sont très différentes les uns des autres. Certains pays ont des revenus plus élevés que des pays qui ont des bas revenus. Au Chili, il y a deux facteurs qui sont très importants. Bien évidemment, tout d'abord, le Chili a eu une bonne planification et à utiliser de manière intelligente les ressources pour pouvoir construire des accords bilatéraux. Et en outre, le Chili est un participant de COVAX. Par conséquent, il y a eu plusieurs moyens d'avoir accès au vaccin. Mais je ne crois pas que ces mécanismes et tout ceci a pu être appliqué dans d'autres pays qui n'ont pas les ressources du Chili et les revenus du Chili. Donc, nous pensons que pour ces raisons, tous les pays de la région doivent prendre leurs décisions conformément aux ressources qu'ils possèdent. S'ils ont des ressources pour pouvoir faire des accords bilatéraux, plusieurs pays l'ont fait, également participer à COVAX, parce que COVAX leur fournira des vaccins d'une manière plus accessible, surtout pour les régions qui n'ont pas les moyens de faire des accords bilatéraux. Et s'il n'y avait pas COVAX, probablement ces pays auraient tardé des mois ou des années pour pouvoir avoir droit au vaccin. Ces pays auront droit au vaccin sans payer. Par conséquent, tous les pays ont leurs conditions particulières. L'OPS soutient tous les pays pour renforcer leur programme de vaccination et pour être prêts à recevoir et à utiliser les vaccins d'une manière assez importante au sein de la région. Merci beaucoup. Merci, docteur. La question suivante en anglais nous vient de Jacqueline Chatt du Miami Du Miami Herald. Herald, elle dit qu'on a annoncé récemment dans le cluster de Caraïbes de la Grenade pour le vaccin du COVID-19. Ça a créé une confusion vu les débats sur le Venezuela et le COVAX. Et est-ce que le Venezuela a payé son premier paiement? Quel est le vrai problème et quelle est votre réaction à ces nouvelles qui auraient 200 000 $ alors que d'autres pays essayent d'avoir accès à ces vaccins? Merci de cette question. Je comprends que cette donation de la part du Venezuela s'agit d'un accord bilatéral entre deux pays et l'OPS n'est pas inclus, n'est pas engagé là-dedans. Ce sont des décisions souveraines des deux pays et nous accueillons la solidarité. Il est important que les pays qui le peuvent réalisent des donations à des pays de vaccins, donations d'argent pour soutenir leur campagne d'immunisation. Je crois que toutes ces actions sont toujours les bienvenues parce que cela fait partie de une manifestation de solidarité entre les pays de la région. Le Venezuela n'a pas encore réalisé le premier paiement de 18 millions de dollars pour le COVAX. Nous travaillons avec le COVAX et l'équipe de négociation de l'OPS au Venezuela. Ces négociations progressent bien, mais cela encore prendra quelques semaines pour qu'elles soient terminées et pour que les fonds gelés du Venezuela puissent être utilisés pour payer ce premier versement de manière à ce que le Venezuela puisse être inclus dans le deuxième déploiement du vaccin COVAX. Merci beaucoup, docteur. Nous avons la question qui suit en anglais également d'un reporter de Un Clark. reporter de la CEPALC. La CEPALC a signalé récemment que la misère forte en Amérique latine en 2020 n'a jamais été vue depuis 20 ans. Pourquoi la pandémie a un impact économique aussi important sur la région? Est-ce que nous aurions pu faire quelque chose pour éviter cela?
Docteur Etienne, pourriez-vous répondre à cette question? Merci. Et laissez-moi reconnaître le travail critique que la CEPAL fait dans cette région. Nous avons pu collaborer avec eux plusieurs fois. Quand on parle des impacts à grande échelle de la pandémie COVID-19 dans notre région, il y a 2 points critiques que je voudrais signaler et qu'il faut garder à l'esprit alors que nous orientons vers la manière dont nous nous préparons pour les pandémies futures. La première idée, c'est que la COVID-19 montre l'interdépendance qui existe entre la santé, la société et nos économies. On en a parlé plusieurs fois. C'est important de noter que la croissance économique est atteinte avec une population qui est en bonne santé, tandis que les résultats de santé sont intrinsèquement liés à la force des économies. Donc, la COVID-19 a créé une triple crise sanitaire, économique et sociale, et elle a ravagé nos systèmes de santé qui étaient déjà faibles. Et cette crise, elle a déstabilisé nos économies et elle a fracturé notre protection sociale. Donc, pour progresser, il faut essayer d'intégrer notre approche de la santé, de la protection sociale et de l'économie, et en ce faisant, réduire, atténuer les impacts des chocs de grands problèmes de santé comme la COVID-19. Le deuxième point est qu'il existe une inégalité qui est fortement enracinée dans notre région et qui a rendu l'impact de la pandémie encore pire. La COVID-19 a affecté de façon disproportionnelle les pauvres, les personnes âgées et ceux qui avaient déjà des problèmes médicaux préexistants et d'autres groupes vulnérables qui ont un accès limité aux déterminants sociaux, y compris les soins de santé. Donc, pour traiter des menaces comme la COVID-19, il faut vraiment se centrer sur la réduction des inégalités, sur l'éradication de la misère et sur le renforcement de la protection sociale et des systèmes de santé publics. Et vraiment augmenter l'accès aux soins de santé pour tous, indépendamment d'où se trouvent ces populations. Donc, cela va nous permettre de nous rapprocher de notre vision d'une santé universelle pour tous, mais ça va également accélérer l'économie, la croissance économique et nous permettra de construire des sociétés plus résilientes et meilleures équipées pour affronter les nouvelles pandémies. C'est extrêmement important. Il faut nous préparer maintenant, d'ores et déjà, pour pouvoir affronter avec succès la prochaine pandémie. J'en ai fini. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Et la question suivante est de Rodrigo Rosares et l'Expresso du Pérou, qui nous dit, concernant la vaccination, quels sont les pays qui ont avancé fermement concernant la vaccination? Est-ce qu'il y a des études qui montrent que ces citoyens effectivement ont réussi à être immunisés? Et il pose la question également s'il existe, d'après des indicateurs, des cas où il y ait des gens qui aient présenté des effets négatifs sévères. Docteur Barbosa, s'il vous plaît. Merci pour ces questions. Les pays de la région sont en train d'avancer grâce à la vaccination, concernant la vaccination, mais comme nous le savons tous, l'accès au vaccin est très limité et continuera à être limité pendant quelques semaines ou quelques mois. C'est pour cela qu'il est important de garantir que tous les pays puissent vacciner ces groupes prioritaires, les personnes les plus vulnérables, pour que ces personnes ne développent pas des formes sévères de la maladie et utiliser de la meilleure manière possible le vaccin qui est disponible. Par conséquent, tous les pays sont en train de vacciner d'après la disponibilité des vaccins par rapport au pourcentage de la population. Nous avons dans la région des États-Unis d'Amérique, le Chili,
qui avance concernant la vaccination si nous le comparons à d'autres pays. C'est important parce que nous sommes en train de nous référer à la première dose. Pour la plupart des cas, nous ne savons pas encore combien de personnes ont pu compléter les 2 doses. Donc, l'Organisation mondiale de la santé est en train d'étudier ceci. Nous sommes en train de recueillir des informations de tous les pays qui seront mises à jour toutes les semaines et nous aurons un tableau avec toutes les informations de tous les pays pour qu'il soit possible de suivre et d'accompagner la manière selon laquelle on avance. Il est certain que le vaccin, nous avons beaucoup d'informations parce qu'il y a plus de 200 millions de doses qui ont été appliquées dans le monde. Les vaccins qui sont en train d'être utilisés et les vaccins préqualifiés ou qui ont l'autorisation ou l'utilisation d'urgence octroyés par l'OMS ont démontré que ce sont des vaccins très sûrs. Il n'y a pas de cas d'effets secondaires graves. Les effets secondaires sont légers et sont semblables aux effets secondaires causés par les autres vaccins. Et il peut y avoir, mal là où a été appliqué le vaccin, certains malaises pendant 1 ou 2 jours, mais il n'y a pas besoin d'avoir recours à des soins médicaux. Nous avons beaucoup de données maintenant pour garantir que ces vaccins sont de fait sûrs. Les données concernant l'efficacité et l'efficience des vaccins, certains pays commencent à obtenir certaines données à ce sujet, surtout Israël, qui est le pays qui a le plus vacciné dans le monde. D'autres pays tels que le Royaume-Uni peuvent déjà constater l'effet positif du vaccin et en voyant la réduction des cas graves. Donc, nous voyons, d'après les résultats, l'efficacité que présentent ces vaccins. Par conséquent, ce sont des vaccins sûrs et efficaces. Les vaccins distribués à travers le mécanisme COVAX sont des vaccins qui doivent toujours être préqualifiés ou alors avoir l'utilisation d'urgence octroyée par l'OMS. Ce sont des données de plus pour l'efficacité des vaccins. Merci beaucoup, docteur. La prochaine question nous vient de Sara Teófilo du Correio Brasilense au Brésil et qui nous dit en anglais. Le Brésil vit son pire moment pour la pandémie et est-ce que le confinement est une solution pour un scénario d'effondrement total? Docteur Aldigueri, merci pour cette question de la part du Brésil. C'est un sujet que nous avons couvert lors de la conférence de presse de la semaine dernière de l'OPS et nous allons essayer de traiter des préoccupations de ce journaliste brésilien. Au 9 mars, le Brésil a signalé plus d'1 million de cas de COVID-19, y compris plus de 266 000 morts. C'est le 2e pays de la région en termes de signalement derrière les États-Unis. Et comme je l'ai dit, cela a été commenté la semaine dernière lors de la conférence de presse de l'OPS. On a reçu des reports du ministère de la Santé et des États fédérés du Brésil de haute incidence de cas, augmentation en admission à la réanimation au niveau de tout le pays. Et ce phénomène a été observé dans la plupart des régions brésiliennes, y compris dans le nord-est, et dans le centre-ouest et dans le sud. 12 États fédérés brésiliens, ces 2 dernières années, ont signalé un taux d'occupation de lits en réanimation supérieur à 85%. Il y a très peu d'exceptions dans cette
augmentation nationale généralisée, et les exceptions y compris l'État de Roraima et d'Amazon, mais les États les plus impactés par cette deuxième vague en janvier et février, et donc maintenant elle rapporte des taux, une baisse dans les taux d'infection. Le Roraima et Amazon. Le Brésil est un grand pays avec une population très importante, donc la situation peut être très différente d'un État fédéré à l'autre et d'une commune à l'autre. Vu ces conditions locales, avec cette augmentation généralisée au niveau du pays, l'OPS recommande fortement l'emploi de mesures de santé publique très strictes, et nous avons confiance que les autorités brésiliennes vont les mettre effectivement en place et vont les surveiller de près. Ces mesures de santé publique ont fait leurs preuves et pour la réduction de la transmission dans des contextes similaires. Donc, je souhaite, j'espère que j'avais répondu à la question de la journaliste. Merci beaucoup, docteur. J'aimerais maintenant passer à une question en directeur avec Marina Ochoa, qui est reporter dans la télévision du Mexique. Tu as la parole. Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous pouvez continuer. Medina Ochoa de la ville de Mexique. Au Mexique, 8 États ont rapporté que le vaccin Sinovac est arrivé en ayant des degrés de chaleur au-dessus de ce qui est permis. La deuxième question, l'OPS considère qu'il y aura une troisième vague de COVID-19 à cause des vacances du printemps ou alors à cause des vacances de Pâques, en fait. Merci, Medina. Merci, Medina, pour ta question. Je suis le docteur Barbosa. Le vaccin de Sinovac qui se trouve au Mexique maintenant n'est pas un vaccin qui a été fourni par le mécanisme COVAX. Le producteur du vaccin Coronavac, qui est le producteur de la Sinovac, est en cours de démarche avec l'OMS pour fournir les informations nécessaires pour que ce vaccin puisse être évalué et obtenir également l'autorisation pour l'utilisation d'urgence, mais ce n'est pas encore fait. Ces vaccins arrivent au Mexique à travers un accord bilatéral qu'a le gouvernement du Mexique. Par conséquent, certainement, le secrétariat à la santé du Mexique doit détenir toutes les informations du producteur pour pouvoir évaluer ce qui est une température plus élevée. Les producteurs, lorsqu'ils produisent le vaccin, ils réalisent plusieurs tests et ces tests comprennent la possibilité que le vaccin monte sa température un petit peu plus que ce qui est recommandé. Ceci varie énormément concernant les vaccins. Il y en a qui varient, dont la température varie un petit peu plus que d'autres parce que chacun a sa technologie. Par conséquent, cette information qui peut te répondre mieux que moi, c'est le secrétariat à la santé du Mexique parce ils détiennent les informations du producteur au sujet de ce vaccin. Mais de toutes les manières, j'en profite pour montrer l'importance que tous les pays doivent revoir leur chaîne du froid, voir le moyen de transport pour transporter les vaccins. L'OMS est en train de réviser toute cette partie de la chaîne du froid parce que cela fait partie d'une action de vaccination. Au sujet de la possibilité d'une troisième vague, oui, malheureusement, tandis que tant que le virus circule et tant qu'il y a de la transmission, et si on baisse la garde et s'il y a des personnes qui sortent dans les rues sans utiliser de masque, etc., sans porter de masque, des personnes qui se rassemblent, des rassemblements ou qui sont enfermées, oui,
il peut arriver qu'il y ait une augmentation de la transmission. C'est pour ça qu'il est très important que lors des vacances de Pâques, que les personnes puissent continuer à suivre toutes les mesures recommandées. Le virus est là dans tous les pays, il circule. Par conséquent, le risque d'être infecté et de transmettre la maladie est là. Par conséquent, il faut conserver toutes les mesures prises pour que cette augmentation de la transmission après les vacances de Pâques ne se réalise pas. Comme nous l'avons vu, que ceci s'est passé dans plusieurs pays après le jour de l'an, les vacances de garde. Par conséquent, lorsque l'on baisse la garde et où il y a les conditions pour que la transmission se développe, le virus profite de ces occasions et circule à nouveau plus rapidement encore. Merci, docteur. Les questions suivantes nous viennent de l'Équateur, Maria Arregacha et Luciana Rojas. En Équateur, la liste des personnes qui se sont vaccinées n'est pas connue du public et il voudrait savoir s'il faut que ce soit public, les personnes qui se sont vaccinées, ou s'il ne s'agirait pas de violer la privacité des gens. Docteur Barbos, est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Merci. Toutes les gens ont le droit à leur privacité, aussi bien les patients, les malades, lorsqu'ils vont se faire vacciner, ils doivent être protégés. Mais je pense que le souci du journaliste et de plusieurs personnes, c'est de garantir que la stratégie de vaccination est en train d'être appliquée. Vacciner les groupes les plus vulnérables d'abord. Je pense que ceci peut être fait sans porter atteinte à la privacité. Il est très important que les pays puissent partager leur calendrier de vaccination avec la société d'une manière transparente. Nous, de l'OPS, nous soutenons tous les pays, nous avons fait et nous leur avons donné les recommandations pour leur montrer quels étaient les groupes prioritaires. D'abord, ceux qui ont des comorbidités, qui ont des risques de santé, qui sont en contact avec les malades. Après, vacciner les groupes qui ont le plus de risques de développer des formes sévères de la maladie et de mourir à cause de, puis les personnes portant des maladies chroniques, l'hypertension, des maladies cérébrovasculaires, le diabète, des maladies qui peuvent augmenter le risque. Par conséquent, il est très important de rendre des comptes à la population, à la société, pour qu'ils aient confiance et qu'ils puissent avoir de la confiance concernant le vaccin et la vaccination. Dire quels sont les groupes qui sont en train d'être vaccinés, je pense que ceci peut garantir une solidarité de la part de la société concernant les groupes les plus vulnérables. Mais des listes publiques, je pense que ce n'est pas le meilleur moyen de garantir ceci. Mais il faut avoir des informations mises à jour et transparentes au sujet des groupes qui sont en train d'être vaccinés. Merci beaucoup, docteur. Nous avons deux questions liées aux variants. Une nous vient du Mexique et l'autre de Mariana Souquet de l'effecto Cocuyo du Venezuela. La première question dit que les premiers variants détectés en Californie et à New York, quelle est la gravité de ces variants également. Et Mariana Souquet veut savoir qu'après avoir détecté au Venezuela le variant P1 d'origine qui vient du Brésil, plusieurs experts et porte-voix ont affirmé qu'il est plus transmissible et qu'il peut empirer les symptômes et la sévérité du COVID-19. Elle veut savoir également de quelles informations l'OPS détient à ce sujet. Docteur Alighieri, vous avez la parole. Merci pour ces deux questions qui nous viennent du Mexique et du Venezuela. Oui, j'ai bien entendu. Concernant les variants
détecté aux États-Unis. En ce moment, nous n'avons pas reçu de la part des autorités du gouvernement nord-américain ou des autorités de la santé, nous n'avons pas reçu d'études qui nous fournissent des données préliminaires au sujet de la croissance, de la mortalité et de la contagion. Ce ne sont pas des variants en anglais of concern, c'est-à-dire de haute préoccupation que nous avons dans notre radar. En ce moment, nous avons 13 variants qui nous préoccupent le plus, qui sont des variants qui ont été détectés au Royaume-Uni, puis en Afrique du Sud, et le variant initialement détecté au Brésil. La deuxième question qui nous vient du Venezuela nous aborde le variant P1 qui a été détecté dans l'État de l'Amazonas. Nous avons plusieurs rapports des scientifiques et de la Fiocruz du Brésil qui nous parlent de surtout en ce qui concerne les aspects génétiques et moléculaires. Mais les recherches au Brésil continuent concernant la contagion et la transmissibilité de ce variant. Pour la transmissibilité, les données préliminaires vont vers l'hypothèse de plus de transmissibilité. Et ceci a été décrit pour le variant qui a été initialement détecté au Royaume-Uni à partir de décembre de l'année dernière. Concernant la sévérité, nous n'avons pas des études ou des données préliminaires qui puissent soutenir l'hypothèse de ceci. Il est important de dire que nous avons plusieurs équipes de l'OPS qui sont mobilisées dans plusieurs États du Brésil pour aider concernant la réponse des États pendant les mois de janvier et février, surtout au nord de l'Amazonie. Et pour nous concentrer sur les connaissances que nous allons obtenir, il est important de mentionner l'expansion des laboratoires. Le Mexique, avec le Venezuela et beaucoup d'autres pays, font partie de cette région amazonienne de surveillance génomique que l'OPS est en train de coordonner. Nous avons d'autres pays, des territoires également qui partagent le bassin amazonien, la Colombie, la Guyane française, le Pérou et d'autres pays de la liste. La Colombie, donc, je voudrais à nouveau insister sur l'importance de joindre, de connecter les laboratoires de référence et pour partager des informations en temps réel, en partageant des plateformes déjà. Nous avons des plateformes et des laboratoires sont en train de référence du monde entier sont en train de montrer, de télécharger leurs résultats sur ces plateformes et attendre d'autres résultats concernant les hypothèses de recherche. J'espère avoir répondu à vos questions, aux questions de nos deux collègues du Mexique et du Venezuela. Merci. Merci, docteur. Les questions suivantes, une qui nous vient de Ariel de Bahamas et une autre de Claudia Devassa qui nous parle des vaccins d'urgence. En anglais, les questions. Submitted for emergency use listing to the WHO for the investigation. La recherche des doses uniques, est-ce qu'il y a une approbation de ces vaccins qui est sous-analysée? Et Claudia Rabassa de CNN en anglais demande aussi, quand pensez-vous qu'il y aura-t-il
une analyse des vaccins chinois par l'OMS. Est-ce que vous pourriez répondre, Barbosa? Merci pour ces questions. Le vaccin Johnson & Johnson a soumis son dossier à l'OMS. Donc, il est sous une période d'analyse. Et c'est une évaluation conjointe entre l'équipe de préqualification et l'agence européenne, EMA. Nous attendons que d'ici la fin de la semaine prochaine, ce processus sera terminé. Donc, ce sont des bonnes nouvelles puisqu'il y a un nouveau produit. Johnson & Johnson s'est déjà engagé à fournir des vaccins au mécanisme COVAX, mais ces vaccins ne seront disponibles que fin juin, début juillet. Mais selon les nouvelles, il y aura quand même beaucoup de doses fournies au mécanisme COVAX. Nous espérons que ce processus d'analyse sera terminé prochainement. Sinovac, le processus a commencé avec ces produits prennent plus de temps parce que ce sont de nouveaux produits, ces vaccins chinois, et il n'y a pas de vaccin préqualifié pour d'autres maladies auprès de l'OMS. Donc, le processus doit commencer de la première étape. L'OMS a envoyé une mission en Chine d'inspection pour les deux produits. Cette inspection a été terminée. Sinopharm a déjà présenté son dossier. Sinovac, il y a encore des informations qui manquent, mais l'idée est de recevoir le dossier pour procéder à l'évaluation. L'équipe de préqualification de l'OMS a envoyé une équipe entière et peut-être que d'ici la fin mars, début avril, ce processus d'analyse aura été terminé. Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas seulement de l'OMS qui doit accélérer le processus. Quelquefois, l'équipe de préqualification de l'OMS a besoin de plus d'infos de la part du producteur, du fabricant. Il demande au fabricant de les lui fournir pour pouvoir évaluer la sécurité et l'efficacité du vaccin. Donc, l'équipe de préqualification de l'OMS travaille et tous les fabricants, nous accueillons les données de tous les fabricants avec plaisir parce que cela va permettre d'avoir plus de types de vaccins pour le mécanisme COVAX, mais ils doivent remplir les conditions et les critères pour garantir la sécurité et l'efficacité à la fois. Merci, docteur. La question suivante qui nous vient de Noël Pérez Miranda du Nicaragua, qui nous dit que le ministère de la Santé a déjà commencé à vacciner des doses du vaccin Sputnik fournies par la Russie, mais il dit néanmoins que le gouvernement exige que l'on signe un papier pour dire que la responsabilité est de celui qui va se vacciner et non pas du gouvernement. Merci beaucoup pour cette question qui nous vient du Nicaragua. Chaque pays et chaque ministère peut prendre des décisions concernant la responsabilité de l'entité sanitaire pendant la vaccination contre le COVID-19. Néanmoins, l'utilisation de ce document ne fait pas partie des recommandations. Donc, ce sont des services de santé qui ont été touchés par la pandémie. Est-ce que ceci pourrait avoir un impact sur la logistique et le déploiement du vaccin? Ce que nous souhaitons, c'est de rendre plus facile, conjointement avec les ministères, c'est un déploiement rapide et facile pour obtenir des couvertures qui soient suffisantes pour vacciner ceux qui ont des problèmes de santé et dans des régions, dans des zones lointaines. Le Nicaragua a toute une histoire de succès concernant la vaccination dans les zones les plus éloignées. Le Nicaragua a préparé un plan de déploiement des vaccins avec tous les composants,
les chaînes du froid, système d'information, surveillance, etc., à travers le mécanisme COVAX. Et je veux dire également que l'équipe de l'OPS au Nicaragua travaille avec beaucoup de choses et j'espère avoir répondu aux soucis du journaliste, de la journaliste. Merci beaucoup, docteur. La question suivante en anglais nous vient de Paula Paula Dupras Duprat depuis du le New New Humanitarian. Humanitarian. Elle dit combien de temps cela va prendre pour que les personnes autochtones en Amazon où la situation est dramatique pour qu'ils soient vaccinés. Je crois que les leaders autochtones de la région vont se rencontrer avec l'OPS la semaine prochaine. Est-ce que les communautés vont recevoir des vaccins à travers le mécanisme COVAX? Docteur Barbosa, merci pour cette question. Les vaccins à travers du mécanisme COVAX ont été envoyés au ministère de la Santé et le ministère de la Santé ont établi leur programme de vaccination avec leurs priorités et les groupes de priorités. L'OPS a travaillé avec les populations autochtones depuis l'an dernier. Nous avons eu plusieurs réunions dans plusieurs pays. Nous avons des réunions régionales pour ces besoins précis de ces populations vulnérables. Nous recommandons que dans certains pays, les populations autochtones fassent partie de ces groupes prioritaires. Et nous avons reçu certains plans d'immunisation nationaux qui incluaient ces populations autochtones au sein des populations propriétaires. Donc, c'est très important, surtout pour les populations autochtones qui vivent loin de centres de santé, qui ont un accès limité aux vaccins. Certains pays organisent des missions pour leur envoyer des vaccins. C'est important, bien sûr. Nous avons un accès limité. La situation de chaque pays est différente, mais ces populations devraient être incluses dans les propositions, les groupes prioritaires, puisqu'ils sont plus vulnérables, vu les conditions dans lesquelles elles vivent et l'accès limité qu'ils ont aux soins de santé. Merci. Merci, docteur. Et nous arrivons à la fin de notre séance, de notre conférence de presse. Et nous avons une question qui nous vient des Question Bahamas de Tribune en Ariel Bollig de anglais. Tribune Bahamas. Avec le vaccin de la COVID-19, est-ce que les pays sont sortis de l'auberge et vont revenir à un niveau de normalité pré-COVID? Quels sont les défis que nous devons encore affronter pour affronter les vaccins et quel est votre message au gouvernement sur la gestion? Merci Sébastien, merci Ariel pour votre question. Comme nous l'avons noté, la pandémie COVID-19 est la pire des crises de santé publique de nos vies. Dans notre région, plus d'1,2 million personnes sont mortes et plus de 52 millions d'entre elles ont été infectées. Ce que nous savons, c'est que les pays prennent et ont pris des mesures inédites pour protéger leur population, les empêcher d'être infectés et pour que leur système de santé ne soit pas dépassé. Mais certaines de ces actions ont touché beaucoup nos économies, donc les rapports dans des proportions inédites. Donc, comme nous l'avons déjà dit, aucun pays n'est sorti de l'auberge, pour ainsi dire, pour ce qui est de la pandémie COVID-19. Nous restons tous vulnérables à l'infection. Donc, oui, 40 pays dans notre région, dans les Amériques, donc, ont commencé à déployer des campagnes de vaccination, mais nous avons besoin de plus de temps et plus de doses pour atteindre les millions de gens qui doivent être protégés contre cette maladie. Donc, je crois vraiment que ça va nous prendre longtemps pour que nous retournions à ce que vous avez appelé, entre guillemets, la normalité. Nous ne savons pas exactement combien de temps cela va prendre et à quoi cette nouvelle normalité va ressembler. Avant que nous arrivions à une vaccination de la majorité de notre population, il nous faut maintenir les mesures de santé publique et sociale en place pour contrôler le taux de transmission.
Donc, il faut continuer distanciation sociale, le port de masque et nettoyer les mains. Et les pays doivent continuer à tester, à isoler les cas contacts, à faire du traçage et la mise en quarantaine. Même si les pays relâchent un peu leurs restrictions, les gens doivent se souvenir des 3 C. Hein, en anglais, c'est-à-dire éviter les espaces clos, premier C, avec peu de ventilation, les endroits pleins de gens, deuxième C, crowded en anglais, et éviter les contacts rapprochés ou les conversations rapprochées. Donc, ceci pour garantir que nous puissions voir la fin de cette pandémie, mais ce n'est qu'en garantissant que nous prenions vraiment ces mesures de santé publique et garantir que les populations les appliquent. Et c'est ainsi que nous retournerons à un semblant de normalité, mais ça va prendre du temps. Merci. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Nous sommes arrivés à la fin de notre session d'aujourd'hui. Vous pourrez toujours nous suivre sur la page web de l'OPS et vous pouvez continuer à vous communiquer avec nous à travers le courrier électronique. Merci beaucoup d'être avec nous et comme l'a dit le Dr. Etienne, soignons-nous. Merci, jusqu'à la semaine prochaine.